Le premier ministre de la Colombie-Britannique a envoyé une lettre au premier ministre Trudeau pour lui demander un accès urgent aux informations du SRS pour mieux lutter contre l'ingérence étrangère au niveau provincial. David Eby soutient que la Colombie-Britannique ne dispose pas des informations nécessaires pour intercepter et prévenir les ingérences dans sa province. Le premier ministre Eby a notamment rappelé le meurtre de Hardeep Singh Nijjar, un leader sikh abattu en juin dernier à Surrey. La Chambre des communes, le Bloc québécois, a exigé un meilleur partage des informations avec toutes les provinces. Pour dresser un premier bilan de cette session parlementaire assez mouvementée, je retrouve l'analyste Geneviève Thuelier et le journaliste Christopher Nardi. Bonsoir à vous deux, merci d'être là. Bonsoir. Alors, commençons bien évidemment par l'ingérence étrangère. Grand sujet de cette session parlementaire. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de ce dossier par le premier ministre Justin Trudeau et son gouvernement? On peut pas dire que ça a été une gestion parfaite. Ça l'a traîné. C'est une histoire ça fait plus d'1 an que ça existe. On a eu le rapporteur spécial, on a eu la commission, la commissaire Hogg. Maintenant, on a ce fameux comité qui avait été créé par Justin Trudeau qui nous a donné son rapport. Puis on a toujours l'impression qu'on en apprend un petit peu, mais pas beaucoup, puis que de l'information qui est plus ou moins cachée, ou enfin, ce que M. Trudeau nous dit, c'est, croyez-moi, faites-moi confiance, je gère bien le dossier, mais c'est pas suffisant pour calmer et l'opposition et la population canadienne. Et donc, il manque de transparence, il manque de clarté, on a l'impression qu'on n'a pas toute l'histoire, donc on peut pas dire que ça a été bien géré par le gouvernement libéral. Mais ce manque de transparence-là, est-ce que ça va le suivre pendant l'été, à votre avis? Je ne sais pas si pendant l'été, la Chambre ne siège plus, il n'y aura pas de période des questions. Par contre, il faut attendre le rapport final de la commissaire Hogg. Oui. Alors, évidemment, ça va être un autre morceau qui va s'ajouter dans tout ce puzzle-là. Donc, c'est pas une histoire qui est finie. Et évidemment, s'il y a encore des révélations, ça va revenir dans l'avant-plan. Puis l'opposition ne semble pas vouloir lâcher le morceau non plus. Alors, j'ai l'impression que tant qu'il y a des choses secrètes, ils vont demander à ce que ça soit révélé, puis ils vont essayer de marquer des points à ce sujet-là. Et Christopher, Geneviève mentionnait la commission Hogg, d'ailleurs, qui élargit son mandat là, pour intégrer le rapport parlementaire. Comment est-ce que vous voyez ces développements-là dans ce dossier de l'ingérence étrangère et comment est-ce que les libéraux jouent dans ce dossier-là? Bien, tout le monde a le beau jeu parce qu'ils parlent tous d'un rapport que presque personne n'a vu. Donc, oui. Les nouvelles ont horreur du vide et donc tout le monde est en train de le remplir de spéculations. Alors, la commissaire Hogg, essentiellement, a dit cette semaine qu'elle allait se pencher sur le morceau. Moi, j'ai comme lu entre les lignes qu'elle disait, j'ai accès au même dossier que le comité qui a émis son rapport. On allait le faire pareil. Donc, inquiétez-vous pas, on va regarder là-dessus, mais on y portera une attention spéciale, effectivement. Donc, j'ai très hâte de voir si elle conclut la même chose que le comité spécial ou est-ce qu'elle y verra moins de problèmes comme les libéraux en ce moment. Mais je reviens au point que c'est extrêmement frustrant comme journaliste de couvrir cet enjeu depuis maintenant de plus de 2 semaines. Parce qu'on est en train de se heurter contre un mur qui est personne ne sait de quoi on parle. On rapporte quelque chose, mais on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans ce rapport-là, à part ce qui n'est pas caviardé. Ce qui n'est pas caviardé crée plus de questions que n'en répond. Et on a l'impression que les libéraux, à mon grand étonnement, n'étaient pas prêts à répondre à ces questions-là, même s'ils avaient le rapport en main depuis au moins 1 mois, sinon plus. Et même le comité semblait pas prêt et le président du comité, M. David McGuinty, avait lui-même dit, John McGuinty, j'oublie. David, merci, oui. Dit lui-même qu'il pensait pas que ça allait prendre autant, capter l'attention. Mais ultimement, il aurait fallu, on dit que des législateurs passés ou présents auraient commis des actes potentiellement de trahison. Il faut être prêt à répondre à ces questions-là sur un rapport que finalement on ne verra jamais. C'est extrêmement frustrant. Et donc, je comprends la frustration de la population, des oppositions et des gens qui veulent des comptes et qui n'en reçoivent pas. Si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'on n'a pas de procédure, il n'y a pas de règles. Alors, on ne sait pas quoi faire, on a un vide. Alors, il ne faut pas confondre ingérence étrangère avec ingérence électorale étrangère. C'est pas la même chose. Puis là, on a l'impression qu'on mélange les genres. On ne sait pas trop qui est responsable de quoi. C'est le premier ministre vers qui converge toute l'information, mais est-ce que ça devrait être lui? Il est juge et partie en même temps. Et donc, on se retrouve avec des rapports. On ne sait pas quoi faire avec ces rapports-là. On ne sait pas qui décide. On a un Jack Metzing qui pense quelque chose. On a une Elizabeth May qui pense quelque chose
autres qui ont lu le même rapport, puis on ne sait pas quoi faire avec ça. Alors, on est, comme je te dis, c'est frustrant, on est dans une impasse, puis on ne sait pas comment démêler cette impasse-là. Alors oui, c'est un gros problème. Est-ce que cette impasse-là va durer au point de frustrer puis faire encore beaucoup de nouvelles? Ça prend des nouvelles révélations. Alors, c'est pour ça que j'ai dit la commissaire Hogg qui pourrait très bien arriver avec une troisième interprétation. C'est possible. Puis, on ne sait pas quoi faire. Elle va nous donner les conclusions, puis on ne saura pas quoi faire avec ces conclusions-là. Qui devrait déposer ses conclusions au mois de décembre, sauf si l'échéancier est élargi avec ce nouveau rapport. Bon, sur cette question-là de la commissaire Hogg et de l'ingérence étrangère, la prochaine session parlementaire, est-ce que vous pensez que ça va revenir encore sur la place publique, mais aussi dans le débat en Parlement? Geneviève, je commence avec vous. C'est pas la stratégie des conservateurs en ce moment. Ils veulent plus qu'on parle de logement, de coût de la vie, la taxe carbone. Par contre, ça fait mal paraître le gouvernement. Ça fait paraître le gouvernement comme étant indécis, c'est pas géré. Donc, ils vont sans doute essayer de faire un peu de millage sur ça. Mais je pense pas que c'est le gros dossier qui est le scandale sur lequel on va... ni non plus que les électeurs canadiens vont utiliser pour choisir, pour faire leur choix lors de la prochaine campagne électorale. Donc, je m'attends à ce que ça revienne de temps en temps, mais peut-être pas le sujet principal à l'automne prochain. Ça va aussi revenir un peu par la force des choses avec ce qu'on disait, le rapport de la commissaire Hogg, mais aussi les audiences qu'elle va avoir pendant des semaines sur ce sujet-là. Ils vont avoir une foule d'experts et de gens du gouvernement qui vont devoir venir rendre des comptes sur qu'est-ce qu'ils veulent faire pour changer la situation actuelle, que tout le monde dit est inacceptable, ne laisse un peu proliférer cette menace de l'ingérence étrangère sans trop de restrictions. Alors, c'est sûr que le sujet va revenir par la force des choses. Est-ce que c'est parce que les oppositions vont le pousser tant que ça? Je pense que Geneviève a effectivement raison. À un moment donné, surtout les conservateurs vont vouloir passer à d'autres choses. Ils n'ont pas tant de points à gagner et on revient aussi souvent sur le thème de pourquoi est-ce que M. Pierre Poilievre ne veut pas recevoir sa cote de sécurité pour regarder le rapport. Alors, ultimement, le sujet va revenir. Moi, je pense, on sent aussi une frustration dans la communauté du renseignement. Est-ce qu'il va y avoir d'autres leaks qu'on dit dans les médias? C'est pas clair, mais c'est toujours possible. On a senti l'année passée que beaucoup de ces fuites aux médias venaient d'une frustration de la part de la communauté. Il y a toujours cette menace que si les choses ne changent pas assez rapidement, cela continue et ça garde le sujet dans l'actualité. Parlons justement de l'avance des conservateurs. On l'a vu pendant toute la session parlementaire quasiment. Christopher, qu'est-ce que Pierre Poilievre va devoir faire pendant l'été, dans le fond, pour maintenir cette avance qui, je le rappelle, en tout cas, même dans les sondages hier, là, d'Abacus, il était en grande avancée là, par rapport aux libéraux. On parle même de 20 points. Mais c'est intéressant, j'y pensais, mais c'est à peu près à ce temps-ci de l'année dernière que son essor dans les sondages a commencé. Puis essentiellement, ce que moi je me doutais, c'était qu'on commence dans ce qu'on appelle un peu le circuit du barbecue. Les gens commencent à se rencontrer, c'est l'été, on commence à jaser autour de saucisses et de hamburgers, de la politique. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut deviner, c'est dit? Ben c'est, mais Trudeau, je commence à être tanné, puis Pierre Poilievre, tu sais, c'est pas Trudeau. Surtout, je pense que c'est ça. Les conservateurs, j'y pense sérieusement. C'est pas les libéraux. J'aime ce qu'il dit. Des fois, et on le voit un peu dans sa cote de popularité personnelle de M. Poilievre, qui n'est pas à la hauteur de la popularité de son parti. Moi, ce qui me fait dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent je suis pas vendu sur Pierre, mais je suis surtout écœuré de Trudeau et les conservateurs proposent des choses que j'aime bien. Alors, moi, je pense que ce que M. Poilievre veut, c'est exactement ce même discours sur le circuit de barbecue. Et je pense qu'il risque de l'avoir et du moins de maintenir. Encore une fois, Pierre Poilievre, il a dit des choses que j'aime bien. Je ne suis pas tout à fait vendu, mais Trudeau ne s'est pas repris dans la dernière année. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Bien, c'est surtout un peu surfer sur cette vague-là. Et j'ai l'impression, je ne suis pas devin, que ça va se faire. Geneviève, sur ce que disait Christopher, justement, est-ce que c'est dangereux, ce genre d'avance dans les sondages pour Pierre Poilievre, ou est-ce que les jeux sont déjà faits, là, pour les libéraux? Pour moi, il y a un inconnu. Donc, Pierre Poilievre est en bonne situation. Je pense que si j'étais chef d'un parti, que j'aurais cette avance-là, je serais super content. L'inconnu, pour moi, ça l'a monté très, très vite. Alors, en juin passé, il n'était pas en avance. En septembre, il s'est retrouvé avec quasiment 15 points d'avance sur les libéraux. Et il s'est passé quelque chose. Pourquoi ça a monté si vite?
vite, c'est pas clair. Puis, ce qui monte vite peut redescendre vite. Alors, c'est le point. Puis, vous savez, en politique, 2 semaines, c'est une éternité. Alors, imaginez 16 mois. Je m'attends pas à ce qu'il n'y a pas de piège pour l'instant. C'est vrai, ça va être le barbecue, ça va être plutôt relax. Alors, s'il n'y a pas de déclaration malheureuse de Pierre Poilievre, ça devrait bien aller. Ça va être un peu plus difficile plus on approche de l'élection, qu'on va peut-être avoir l'an prochain. Et là, quand il va commencer à sortir ses idées, c'est là que ça va se corser un petit peu. Alors, je m'attends à un été plutôt tranquille. Lui va sans doute plancher aussi sur sa prochaine plateforme électorale, mais je ne m'attends pas à des grandes révélations. Je pense qu'il va encore avoir des bons sondages. Mais effectivement, c'est le mystère. Pourquoi ça a monté si vite? Est-ce que ça pourrait pas redescendre vite? C'est pas impossible. Oui, Christopher. J'ai une théorie. Tu as dit plateforme électorale. Moi, j'ai une théorie. Puis je pense que Pierre Poilievre n'en fera pas. Ou en fera une très, très, très petite. Et j'ai l'impression qu'on va s'inspirer de la campagne électorale de Doug Ford en 2022, qui a eu un succès retentissant pour 2 raisons. Il faisait face à des oppositions extrêmement faibles et a décidé que s'il ne secouait pas le bateau avec une plateforme électorale, il ne pourrait rien perdre. Et c'est un pari qui a réussi. Et je suis pas dans le secret des dieux, mais moi, j'ai l'impression que même si on t'attend à un peu, peut-être un magazine GQ comme avait fait Erin O'Toole avec Bras croisés sur une grosse plateforme et même une plateforme pour le Québec, moi, mon soupçon, c'est que dans une campagne électorale menée par Pierre Poilievre, il n'y aura ni de plateforme spécifique pour le Québec et possiblement très peu de plateformes électorales telles qu'on la connaît, parce que justement, si l'avance se maintient, tout ce qu'il veut, c'est ne pas donner des munitions à ses adversaires. Et pas donner de munitions, c'est pas de leur offrir aucun contenu. C'est une prédiction. Je suis pas sûr. Qui n'est pas mauvaise parce qu'en 2018, il n'y avait pas eu non plus de plateforme avec Doug Ford. Et la CAQ non plus n'avait pas eu de plateforme en 2018, qui en a eu en 2022. Alors, je pense que oui. Par contre, je dirais, le point faible, ça va être l'environnement. Et s'ils n'ont pas de plateforme, s'ils n'ont pas de solution proposée, ça risque de... Mais oui, on n'est pas encore en période de campagne électorale, mais parlons de ce qui s'est passé cette session, le budget fédéral. Bon, sujet important, je ne sais pas si c'était un sujet super marquant pour les libéraux. Par contre, Christopher, on a vu ce grand effeuillage que les libéraux ont fait. Ça a pris des jours, quelques semaines, ça n'en finissait quasiment plus. Est-ce que ça a été un succès? Bonne question. Moi, je dois dire, bien franchement, j'ai pas haï ça comme stratégie pour plusieurs raisons. Un, comme journaliste, on n'avait pas besoin de se battre pour obtenir des petites fuites ici et là avant le budget. Ça nous arrivait tous également dans une annonce bien ficelée, plus ou moins bien ficelée, mais qui nous arrivait pendant des semaines. Pour les libéraux, la stratégie était intéressante parce qu'on a parlé du budget comme une nouvelle. Chaque annonce était nouvelle pendant une période de 2, sinon 3 semaines. Un peu sans relâche. Donc, je pense que chaque item du budget qu'ils ont annoncé d'avance a eu beaucoup plus de visibilité que s'ils avaient fait le traditionnel « voici un budget » et ensuite tourné post-budget. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'était un bond marqué dans les sondages que les Canadiens ont apprécié ce budget-là. Est-ce que c'était le budget de trop peu, trop tard? Est-ce que c'est un budget qui ne pouvait pas renverser la vapeur sur un phénomène d'écœurement général? Je n'ai pas la réponse. Mais ce que je peux dire, c'est que même si c'est le budget peut-être le mieux publicité ou le plus rapporté dans les médias sur une plus longue période, il n'a pas eu l'effet escompté pour les libéraux. Et encore pire, on en parle encore de ce budget-là pour la taxe sur... Et cette taxe-là, même si les libéraux ont essayé de piéger les conservateurs avec cette taxe-là sur les gains en capital, maintenant, en ce moment, le titre, c'est « Conservateurs ont voté contre une taxe et les libéraux poussent une taxe ». Geneviève, on a vu avec tout cet effeuillage-là, en fait, des annonces aussi par rapport à des champs de compétences provinciaux. Quelle a été, dans le fond, la stratégie de Justin Trudeau d'avancer de cette façon-là, quand il y a eu aussi une certaine réfraction là, de la part des provinces? Oui, plusieurs provinces n'étaient pas d'accord, donc on joue dans les plates-bandes des provinces. Le fédéral n'a pas le choix, puis c'est pas juste les libéraux, je dirais le NPD aussi fait cette stratégie-là. C'est quoi les sujets qui affectent directement les gens, la santé, l'éducation? Le logement, ça va prendre tellement de temps avant de voir les résultats. On veut des effets immédiats. Alors, l'assurance médicaments, les soins dentaires, c'est facile de mettre ça en branle, puis les gens voient déjà un début de résultat. Alors, oui, ça frustre les provinces, mais en même temps, la politique fait que, ben oui, les préoccupations des gens, c'est dans des champs de compétences provinciaux. Malheureusement, c'est le fédéral, ou heureusement pour le fédéral, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir aussi de le faire, et donc, ils vont jouer dans les plates-bandes provinciales. Ceci étant dit, la stratégie de Justin Trudeau depuis les tout débuts, c'est de dire
plus d'ingérence fédérale dans les provinces, mais on va y aller province par province. Donc, ça ne va pas être du mur à mur en général. Et on va essayer de répondre oui aux demandes des provinces. Par exemple, l'immigration, où le Québec a un petit peu plus que dans les autres provinces, les garderies où ça a été négocié à la pièce, la santé aussi. Alors, c'est un peu cette stratégie-là que veut le gouvernement. Centralisation, mais peut-être un peu flexible pour avoir une certaine variété ou différence entre les provinces quand c'est nécessaire. Alors, justement, immigration, champ de compétences, province, etc. Bras de fer, on l'a vu entre Ottawa et Québec dans le dossier de l'immigration, qui a ensuite donné lieu à 750 millions de dollars sur 5 ans pour le Québec en matière d'immigration. Christopher, qui a gagné là-dedans entre Justin Trudeau et François Legault? Bien, François Legault, certainement, peut se vanter d'avoir fait 550 millions de dollars qu'il n'avait pas auparavant et qui a même suscité quand même passablement de grogne dans d'autres provinces. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, qui est allé dire qu'il trouvait ça vraiment inégal, carrément. Alors, je pense qu'ultimement, François Legault a gagné, mais c'est sûr que cette lutte-là de mots montre qu'il y a une tension entre le ministre de l'Immigration, Mark Miller, qui parle quand même très librement, et Québec en général. Je pense qu'on sent à Ottawa qu'on trouve que Québec est assez revendicateur, un peu trop à la limite, sont prêts à leur en donner parce qu'ils ont besoin de Québec, c'est quand même un allié un peu traditionnel, surtout en période électorale. Mais ultimement, oui, je pense que Québec a remporté ce manche-là en recevant de l'argent qu'il n'avait pas. Mais ça n'a pas mis fin à l'enjeu pour autant, parce que Québec va continuer à se plaindre qu'ils reçoivent la majorité, ou ils écopent, dirait-il, un peu la majorité de la charge financière de l'immigration qui arrive en Québec, en Ontario. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Geneviève Tellier et Christopher Nardi. Merci. Merci.